Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16, c'est l'économiste associé à l'Institut Montaigne, Bertrand Martineau, qui est avec nous. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de ces chiffres du chômage qui sont tombés en France hier au mois de novembre, qui ne sont pas bons puisqu'on voit le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A notamment, qui rebondit pour la première fois depuis 6 mois, plus 0,9%. Ça faisait 6 mois que ce chiffre n'avait pas augmenté. C'est chez les jeunes que ça augmente le plus, on en dira un mot tout à l'heure. Est-ce que pour vous, on est toujours dans ce système de vase communicant entre catégories ou est-ce que ces chiffres-là marquent une inflexion? Comment est-ce que vous regardez tout ça? Alors, déjà, les chiffres de Pôle emploi sur un mois ne veulent strictement rien dire. Oui. Donc, ils sont... Mais on l'avait abandonné, ça, la règle. Oui, c'était une très bonne idée. Voilà. Elles sont grevées d'aléas statistiques sur un mois. C'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Il y a effectivement des mouvements qui sont à peu près, souvent pas très explicables entre les différentes catégories B, C, A, etc. Donc, on ne peut vraiment rien dire du tout. Ce sont des chiffres erratiques. Depuis le début de la crise, de toute façon, on a des chiffres totalement erratiques. Donc il va falloir, tout simplement parce que l'économie ne fonctionne pas dans son état normal. Une grande partie du sujet du fonctionnement du marché du travail est aujourd'hui perturbée par le chômage partiel, par des entreprises qui sont artificiellement mises en respiration. En sommeil. Voilà. Donc on ne peut rien en tirer pour l'instant. Voilà. On est dans le flou complet sur les statistiques. Il faut quand même bien dire les choses. Si ce n'est que l'arrêt de cette économie, l'économie est arrêtée parce que contrainte d'être arrêtée. Mais on voit bien, et ces chiffres-là nous le montrent, que c'est effectivement dès qu'on reconfine que l'économie s'arrête. Oui, alors c'est pas on-off, c'est-à-dire c'est pas arrêté ou pas arrêté. Oui. Vous avez des pans entiers de l'économie qui sont arrêtés, mais même si c'est un drame absolu pour les hôtels, cafés, restaurants et spectacles, etc., ça représente que quelques pourcentages du PIB finalement. Donc la grande majorité, enfin entre 90 et 95% de l'économie tourne sans restriction administrative particulière. Alors elle tourne en mode dégradé du fait de toutes les mesures de confinement qui limitent les interactions sociales, donc une productivité qui est faible. Et puis surtout, les entreprises ont subi un tel coup qu'elles ont des comptes de résultats, des bilans extraordinairement dégradés, qui va peser dans les années futures, évidemment. Elles sont surendettées aussi. Voilà, donc c'est ça le sujet. Mais c'est pas simplement le fait que certaines activités sont arrêtées administrativement. C'est marginal d'un point de vue économique. Même si c'est un drame humain, ça pèse assez peu sur l'activité, en fait. Où est-ce qu'on va en termes sur le front de l'emploi, Bertrand Martineau? Alors c'est une question effectivement insondable, parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans quelques semaines. Mais on voit les prévisions aujourd'hui du gouvernement, de la Banque de France et de l'INSEE qui, à quelques mois, divergent assez sérieusement quand même. Voilà. Oui, alors si on regarde... Est-ce que c'est opportun dans la situation qui est tellement mouvante de faire des pronostics même? Le gouvernement fait une loi de finances. Une loi de finances est arrêtée sur la base d'hypothèses de recettes fiscales. Les recettes fiscales sont arrêtées sur la base d'évolution de masse salariale. Et la masse salariale dépend des évolutions de l'emploi. Donc un gouvernement est obligé d'avoir une prévision d'emploi. Oui, d'accord. Alors cette prévision table sur un rebond très fort de l'emploi en 2021, de l'ordre de 350 000. C'est vrai que le consensus des économistes, c'est de dire qu'on sera déjà bien si on ne détruit pas de l'emploi en 2021, en net. Donc, et la meilleure prévision qu'on puisse faire probablement, c'est que l'emploi sera faible ou négatif en 2021 avec une hausse du chômage parce que la population active, elle, continue d'augmenter. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça de manière très qualitative, je pense qu'il faut être assez humble. On ne peut pas faire de prévision dans ce contexte de manière vraiment crédible. Puisqu'on ne sait pas du tout comment l'économie va réagir au moment où progressivement le gouvernement va retirer progressivement les béquilles, le quoi qu'il en coûte. Il y a un semblant de consensus qui semble nous mettre à 11% de taux de chômage à la mi-2021. Voilà, ce qui paraît probable en tout cas, c'est que le pic du chômage aura lieu quelque part en 2021. Selon qu'il y a des reconfinements ou pas, ce sera au premier semestre ou au deuxième semestre, je n'en sais rien. Mais effectivement, il y a une sorte d'inertie sur le marché du travail qui fait que les licenciements sont à venir. Ils n'ont pas encore eu lieu, c'est encore dans les chiffres. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, finalement, ça se passe pour l'instant beaucoup mieux qu'en 2009, lors de la crise précédente. Alors même que le choc économique est beaucoup plus violent. Parce que l'arsenal de réponse a été beaucoup plus fort. Parce que l'arsenal de réponse a consisté à mettre l'économie sous cloche, d'une certaine manière. Bon, alors, donc quand on regarde par exemple en 2009, on a perdu 550 000 emplois pour une croissance, pour une récession de 2,9%. Là, on est sur une récession qui est de l'ordre de 10% en 2020, 9-10% on va dire, on ne sait pas, avec des destructions d'emplois qui probablement seront du même ordre de grandeur ou pas très supérieures finalement. Mais on voit bien que c'est en partie artificiel. Donc effectivement, en 2021, l'année va être très difficile. C'est là qu'on va avoir les faillites, c'est là qu'on va avoir les plans sociaux, etc. Alors justement, la question que je voulais vous poser dans la foulée, Bertrand Martineau, c'est comment on fait pour endiguer
éradiquer autant que possible cette montée du chômage qui nous attend dans les prochains mois. Est-ce que ça veut dire notamment retarder la fin du quoi qu'il en coûte que le gouvernement est en train, là on voit doucement d'esquisser, mine de rien? Pour vous, le quoi qu'il en coûte va avoir une fin. C'est une question de timing. C'est une question de timing. Donc il faut y aller progressivement. Je pense que l'idée qui avait commencé à être mise en place à l'été de progressivement diminuer la générosité de l'activité partielle est une bonne idée. Je pense qu'il va falloir progressivement, sauf pour les secteurs qui sont administrativement fermés, évidemment, il va falloir continuer certainement aussi à diminuer les aides directes aux entreprises. Vous entendez par exemple qu'on va réduire un peu le chômage partiel à la fin du mois de février. Pour vous, c'est... à mon avis, ça dépend de ce qu'on va... Ça dépend de ce qui va se passer sur le confinement. S'il n'y a pas de reconfinement, que les cafés-restaurants rouvrent normalement au mois de fin janvier, admettons que ce soit le cas, il y a moins d'intérêt effectivement à avoir un chômage partiel qui reste quand même le plus généreux d'Europe, aussi bien pour les entreprises que pour les salariés quand même, et qui a protégé le pouvoir d'achat des Français. Je rappelle que le pouvoir d'achat en 2020, d'après l'INSEE, aura très peu baissé finalement. Donc c'est totalement historique d'avoir une récession de 10% et un pouvoir d'achat qui baisserait de entre 0,5 et 1 point. Ce qui est déjà fort, évidemment, mais enfin par rapport à la récession. Donc c'est les finances publiques qui ont pris l'intégralité, la quasi-totalité du choc avec les entreprises, dans une proportion à peu près de 2 tiers, 1 tiers. Mais les ménages ont relativement peu souffert, sauf ceux qui sont vraiment dans le bas de la distribution de salaire. Donc vous nous dites régler les curseurs s'agissant de ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte. Voilà, bien régler les curseurs. C'est un problème de réglage de curseur. C'est un problème de réglage de curseur. Et puis parallèlement à la fin du quoi qu'il en coûte, il faudra probablement dès 2021 redonner des perspectives d'évolution sur les finances publiques à long terme pour que finalement l'explosion de la dette reste soutenable, puisque ce sera probablement le problème des gouvernements qui viendront après 2022. Et pour justement endiguer aussi cette hausse du chômage, il y a effectivement tout ce que peut faire le gouvernement, au-delà du quoi qu'il en coûte, c'est notamment la formation qui est un sujet qui va devenir un véritable sujet. Combien de salariés vont perdre leur emploi dans les prochains mois? Combien de salariés va-t-il falloir réorienter? Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Alors là aussi, on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, là on parle de plans sociaux essentiellement. Les plans sociaux, il faut voir qu'en 2009, lors de la crise précédente, il y en a eu 2200. Oui, c'est ça. Sur une seule année. Bon, c'est un record. Aujourd'hui, cette année en 2020, on va finir à 500 à peu près. Ce qui est déjà beaucoup plus que l'année dernière, que l'année 2019, où on était vers 350. Mais par rapport à 2009, finalement, le choc est beaucoup moins fort. Alors là, il y a 2 choses à voir. C'est que d'abord, beaucoup de plans sociaux vont avoir lieu maintenant, mais on n'atteindra pas probablement, et heureusement, les 2200 de 2009. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de réformes sur le marché du travail, sur le droit du travail, qui permettent aux entreprises finalement de diminuer leurs effectifs à froid, sans passer par les plans sociaux. Donc, une des clés de l'évolution de l'emploi en 2021, ce sera de savoir si les entreprises s'emparent suffisamment de ces outils ou alors font des plans sociaux avec des licenciements. Par les chômages partiels de longue durée notamment. Alors il y a la PLD, l'activité partielle de longue durée, effectivement, mais il y a d'autres choses. Il y a les accords de performance collective. Dans certains cas, ça permet de réduire assez fortement la masse salariale quand même, en supprimant des primes, en rallongeant la durée du travail aussi, en supprimant des congés payés, des congés, des RTT en particulier. Vous avez des ruptures conventionnelles collectives. Et puis vous avez, pour les petites entreprises, vous avez des ruptures conventionnelles individuelles. Voilà. Vous évitez, de cette manière, vous avez un certain nombre d'outils qui permettent, vous avez des accords de mobilité, avec des congés mobilité, qui sont très pratiqués maintenant, donc à froid, si vous voulez. Alors, la contrepartie de ça, c'est l'effort de formation. C'est-à-dire que quand vous faites un accord de mobilité, il faut que l'entreprise, évidemment, accompagne ça d'un effort de formation pour que les personnes partent dans de bonnes conditions. Ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal, voilà. En théorie. Alors, seules les entreprises qui ont une certaine surface financière et ne sont pas trop en mauvais état peuvent le faire, évidemment. Mais heureusement, ça reste encore la majorité. Voilà. Combien de salariés, de dizaines ou de centaines de milliers de salariés perdant leur poste vont devoir être réorientés dans les prochaines années? Et à partir de quel moment va-t-on considérer qu'un salarié ne pourra pas retrouver de travail dans sa branche professionnelle? Ça aussi, ça va être un vrai débat dans les prochaines années. Alors, c'est le sujet qu'en France, on a du mal à traiter de manière... historiquement, on a beaucoup de mal à le traiter, puisque notre système de formation n'est pas adapté à ça, il n'est pas adapté aux transitions professionnelles, il a toujours été conçu, finalement, pour être à l'intérieur de l'entreprise et faire progresser la personne à l'intérieur de l'entreprise. Or là, effectivement, il faut le faire bouger non seulement vers d'autres entreprises, mais vers d'autres secteurs d'activité. Et ce qu'il va falloir mettre en place, finalement, alors le gouvernement s'y est
s'y emploie, Oui. enfin il essaye de lancer cette opération, c'est de faire des transitions directes d'une entreprise A vers une entreprise B, Oui. avec une promesse d'embauche de l'entreprise B. Laquelle entreprise B peut aussi, parce qu'elle a parfois du mal à recruter, participer Oui. au financement de la formation ou au maintien de la rémunération de la personne pendant le parcours de formation pour aller de A à B. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, c'est clair. Non, mais Donc ça va être alors ce ne sera pas le seul, mais ça va être un des enjeux. sur le papier, c'est l'enjeu, mais effectivement, est-ce qu'on met assez d'argent derrière pour tout ça? Aujourd'hui, on n'en mettait pas, puisque ce qu'il fallait, c'était finalement passer par la case Pôle emploi, d'une certaine manière, pour ensuite avoir accès au financement, C'est ça. notamment des conseils régionaux, pour retrouver un emploi. Donc l'idée, c'est de ne pas passer par la case Pôle emploi et de monter des opérations directement d'une entreprise A à une entreprise B. Le gouvernement a lancé cette initiative qui s'appelle Transition collective, ce qui est une très bonne idée. Maintenant, il faudra voir comment ça marche et il faudra que le gouvernement soit très souple dans la façon d'utiliser cet outil qui intègre une participation de l'État. Donc, c'est de l'argent en plus de la part beaucoup d'argent, mais c'est des dizaines de milliards si ça d'euros. permet, pas forcément, non, ça peut être moins que ça, et ça permet d'éviter quand même de rémunérer les gens à l'assurance chômage pendant souvent une très longue période. Donc ça peut être gagnant-gagnant. Question, il nous reste une grosse minute, la réforme des retraites. Alors Cécile, c'est le sujet un peu mis de côté. Bruno Le Maire a eu des velléités de faire aboutir cette réforme d'ici la fin du quinquennat. Et dans son rôle, il est ministre des Finances, finalement, il envoie un signal. Est-ce que vous dites qu'il va falloir effectivement que nous travaillions plus tous dans les prochaines années en France? Oui, ça, je crois qu'il y a un consensus, c'est évident. Enfin, il n'y a pas débat sur le fait que la question, c'est de savoir comment on y va. Est-ce que le gouvernement ne gagnerait pas à s'exprimer mieux en disant travailler plus, c'est non seulement faire travailler plus ceux qui travaillent, mais qu'il y ait plus d'actifs au sens large qui travaillent? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mécompréhension à ce sujet aujourd'hui? Si, bien entendu. Le message aujourd'hui, politiquement, est assez peu audible, avec beaucoup de chômage partiel, avec des gens qui souhaiteraient travailler plus, mais qui sont contraints de travailler moins. Donc le message est difficilement audible. Mais c'est vrai que dans la perspective de 2022, il faudra probablement réinstaller cette petite musique qui est effectivement de préparer les personnes à travailler davantage, plus longtemps. On peut pas, c'est toujours pareil, on peut pas vouloir aller 35 heures, le départ en retraite à 62 ans et le pouvoir d'achat des Suisses. Il y a un moment, il faut un peu choisir. Il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir que nous fassions des sacrifices dans les prochaines années. C'est pas forcément des sacrifices. Historiquement, on a demandé aux Français beaucoup plus de sacrifices que ce qu'on pourrait leur demander aujourd'hui. C'est simplement un effort de redressement du pays et il n'y a que le travail qui crée la richesse. C'est pas l'État qui crée la richesse, c'est le travail. Cet effort, on ne le demande pas très, très fort aujourd'hui. C'est un peu tabou, effectivement, de demander ça dans le contexte actuel. Mais on y viendra. Ce seront des thèmes de campagne intéressants pour 2022, probablement, si on pense à ça. Probablement. Mais il faut avoir une vision grand angle. C'est-à-dire, c'est pas un sujet de rééquilibrage des comptes des retraites. C'est pas un sujet comptable, les retraites. C'est un sujet de quantité de travail dans l'économie et de redressement du pays. Voilà les sujets, peut-être. Des avant-sujets, en tout cas, de 2022, mais qui permettent de voir loin. Merci beaucoup, Bertrand Martineau. Merci, économiste associé à l'Institut Montaigne.